Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans notre rendez-vous avec la littérature pour reprendre la lecture ensemble des nouvelles de Alfred de Musset. Donc je les ai commencées précédemment et donc je les vais les reprendre avec vous avec plaisir. Donc quelques mots rapides sur l'auteur avant de reprendre la lecture et de redécouvrir ensemble ces nouvelles. Donc, Alfred de Musset est un poète et dramaturge français que vous connaissez sûrement, qui est né en décembre 1810 et mort le 2 mai 1857, et qui est donc de la période romantique. Ce fut un lycéen brillant et aussi un poète assez précoce, car il abandonna vite ses études pour se consacrer à la littérature à partir de 1828-1829. En effet, il a publié son premier roman en 1829, son premier recueil poétique à l'âge de 19 ans. Et s'ensuit après de nombreux ouvrages de 1829 entre 1829 et 1836 surtout. Il nous donna notamment en 1833 le drame romantique Lorenzaccio, qui a été écrit en 1833 et publié en 1834, et Fantasio et On ne badine pas avec l'amour, ce que vous connaissez sûrement. Voilà, donc il a beaucoup écrit jusqu'à ses 30 ans et à partir de la trentaine, il est devenu dépressif et alcoolique, donc il a été il a écrit de moins en moins. Il a vécu une vie un peu de dandy débauché, ce qui l'a conduit justement à cet alcoolisme et à cette dépression. Il a reçu néanmoins en 1845 la Légion d'honneur et il a été élu à l'Académie française en 1852. Donc voilà, par la suite, sa santé s'est dégradée, donc il a écrit de moins en moins. Il est quand même néanmoins aujourd'hui considéré comme un des plus grands écrivains romantiques français et dont on se rappelle sa poésie lyrique et son théâtre, qui montrent une sensibilité extrême et dont ses ouvrages sont assez révélateurs de ce qu'il était en tant que personne et en tant qu'écrivain. Voilà, donc je vais reprendre la lecture des nouvelles d'Alfred de Musset, notamment la nouvelle Les deux maîtresses. Avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux. On le dit toujours, mais c'est vrai qu'on est toujours content de vous lire avec donc le hashtag VBN, que vous connaissez maintenant par cœur. Mais c'est vrai qu'on est très très content à chaque fois de vous lire et de voir que vous interagissez encore avec nous. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée et donc je reprends la lecture des deux maîtresses de cette nouvelle assez captivante. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ne vous effrayez pas, ajouta-t-elle, voyant Valentin changer de visage. Je l'ai vue sans qu'elle sût qui j'étais et de manière à ce qu'elle ne puisse me reconnaître. Elle est jolie, et il est vrai qu'elle me ressemble un peu. Parlez-moi franchement. L'aimez-vous déjà quand vous m'avez envoyé une lettre qui était écrite pour elle ? Valentin hésitait. Parlez, parlez sans crainte, dit la marquise. C'est le seul moyen de me prouver que vous avez quelque estime pour moi. Elle avait prononcé ces mots avec tant de tristesse que Valentin en fut ému. Il s'assit près d'elle et il lui conta fidèlement tout ce qui s'était passé dans son cœur. Je l'aimais déjà, lui dit-il enfin, et je l'aime encore, c'est la vérité. Rien n'est plus possible entre nous, répondit la marquise en se levant. Elle s'approcha d'une glace, se renvoya à elle-même un regard coquet. J'ai fait pour vous, continua-t-elle, la seule action de ma vie où je n'ai réfléchi à rien. Je ne m'en repens pas, mais je voudrais n'être pas seule à m'en souvenir quelquefois. Elle ôta de son doigt une bague d'or où était enchâssée une aigue marine. « Tenez, dit-elle à Valentin, portez ceci pour l'amour de moi. Cette pierre ressemble à une larme. » Quand elle présenta sa bague au jeune homme, il voulut lui baiser la main. « Prenez garde, dit-elle. Songez que j'ai vu votre maîtresse. Ne nous souvenons pas trop tôt. »« Ah, répondit-il. Je l'aime encore, mais je sens que je vous aimerai toujours. » Je le crois, répliqua la marquise. Et c'est peut-être pour cette raison que je pars demain pour la Hollande, où je vais rejoindre mon mari. Je vous suivrai, s'écria Valentin,
n'en doutez pas, si vous quittez la France. Je partirai en même temps que vous. Gardez-vous-en bien, ce serait me perdre et vous tenteriez en vain de me revoir. Peu importe, quand je devrais vous suivre à 10 lieues de distance, je vous prouverai du moins ainsi la sincérité de mon amour et vous y croirez malgré vous. Mais je vous dis que j'y crois, répondit Madame de Parme avec un sourire malin. Adieu donc, ne faites pas cette folie. Elle tendit la main à Valentin et entr'ouvrit pour se retirer la porte de sa chambre à coucher. Ne faites pas cette folie, ajouta-t-elle d'un ton léger. Ou si vous la faisiez par hasard, vous m'écrirez un mot à Bruxelles parce que de là on peut changer de route. La porte se ferma sur ces paroles et Valentin, resté seul, sortit de l'hôtel dans le plus grand trouble. Il ne put dormir de la nuit et le lendemain, au point du jour, il n'avait encore pris aucun parti sur la conduite qu'il tiendrait. Un billet assez triste de Madame Delaunay reçu à son réveil l'avait ébranlé sans le décider. À l'idée de quitter la veuve, son cœur se déchirait, mais à l'idée de suivre en poste l'audacieuse et coquette marquise, il se sentait tressaillir de désir. Il regardait l'horizon, il écoutait rouler les voitures. Les folles équipées du temps passé lui revenaient en tête. Que vous dirais-je ? Il songeait à l'Italie, au plaisir et à un peu de scandale, à Lausanne, déguisé en postillon. D'un autre côté, sa mémoire inquiète lui rappelait les craintes si naïvement exprimées un soir par Madame Delaunay. Quel affreux souvenir n'allait-il pas lui laisser ? Il se répétait ces paroles de la veuve. « Faut-il qu'un jour, j'aie horreur de vous ?» Il passa la journée entière renfermé et après avoir épuisé tous les caprices, tous les projets fantasques de son imagination, « Que veux-je donc ?» se demanda-t-il. « Si j'ai voulu choisir entre ces deux femmes, pourquoi cette incertitude ? Et si je les aime toutes deux également, pourquoi me suis-je mis dans mon propre gré dans la nécessité de perdre l'une ou l'autre ? Suis-je fou ? Ai-je ma raison ? Suis-je perfide ou sincère ? Ai-je trop peu de courage ou trop peu d'amour ? Il se mit à table et, prenant le dessin qu'il avait fait autrefois, il considéra attentivement ce portrait infidèle qui ressemblait à ses deux maîtresses. Tout ce qui lui était arrivé depuis 2 mois se représenta à son esprit. Le pavillon et la chambrette, la robe d'indienne et les blanches épaules, les grands dîners et les petits déjeuners, le piano et l'aiguille à tricoter, les 2 mouchoirs, le coussin brodé, il revit tout. Chaque heure de sa vie lui donnait un conseil différent. Non, se dit-il enfin. Ce n'est pas entre 2 femmes que j'ai à choisir, mais entre 2 routes que j'ai voulu suivre à la fois, et qui ne peuvent mener au même but. L'une est la folie et le plaisir, l'autre est l'amour. Laquelle dois-je prendre ? Laquelle conduit au bonheur ? Je vous ai dit en commençant ce conte que Valentin avait une mère qui l'aimait tendrement. Elle entra dans sa chambre tandis qu'il était plongé dans ses pensées. « Mon enfant, lui dit-elle, je vous ai vu triste ce matin. Qu'avez-vous ? Puis-je vous aider ? Avez-vous besoin de quelque argent ? Si je ne puis vous rendre ces services, ne puis-je du moins savoir vos chagrins et tenter de vous consoler ? » « Je vous remercie, répondit Valentin. Je faisais des projets de voyage et je me demandais qui doit nous rendre heureux. De l'amour ou du plaisir ? J'avais oublié l'amitié. Je ne quitterai pas mon pays. Et la seule femme à qui je veuille ouvrir mon cœur est celle qui peut le partager avec vous. Nous entamons une prochaine nouvelle, Frédéric et Bernerette. Quelques mots d'abord sur la nouvelle. Dans cette nouvelle parue le 15 janvier 1838, Musset transcrit un autre épisode de sa vie sentimentale. Cette fois, il s'agit de ses amours avec Louise Lebrun, mi-comédienne, mi-grisette, qu'il avait rencontrée au printemps 1836. Selon Paul de Musset, Alfred chercha dans ses souvenirs un autre sujet de nouvelle. C'est alors que la rieuse Bernerette lui revint à l'esprit. L'aventure véritable était quelque peu décousue. Il en sut faire pourtant un de ses récits les plus attachants et les plus estimés. Frédéric et Bernerette étaient en effet la nouvelle préférée de Balzac.
La plus tragique de 6 nouvelles, Frédéric et Bernerette portent en outre le souvenir de Rousseau et de la nouvelle Héloïse. La scène de première rencontre, le cadre bucolique de certains tableaux évoque un univers sentimental teinté de tristesse. Une larme dans un sourire. C'est en ces termes qu'on pourrait résumer cette fable romantique et émouvante. La nouvelle paraît dans la Revue des Deux Mondes, entre un article de Félicité de Lamennais et une étude de Xavier Marnier sur les établissements littéraires et scientifiques de Copenhague. Elle occupe les pages 162 à 202. Donc, chapitre 1. Vers les dernières années de la Restauration, un jeune homme de Besançon nommé Frédéric Humbert vint à Paris pour faire son droit. Sa famille n'était pas riche et ne lui donnait qu'une modique pension. Mais comme il avait beaucoup d'ordre, peu de choses lui suffisaient. Il se logea dans le quartier latin, afin d'être à portée de suivre les cours. Ses goûts et son humeur étaient si sédentaires qu'il visita à peine les promenades, les places et les monuments qui sont à Paris l'objet de la curiosité des étrangers. La société de quelques jeunes gens avec lesquels il eut bientôt l'occasion de se lier à l'école de droit, quelques maisons que de lettres de recommandation lui avaient ouvertes, telles étaient ses seules distractions. Il entretenait une correspondance réglée avec ses parents et leur annonçait le succès de ses examens au fur et à mesure qu'il les subissait. Après avoir travaillé assidûment pendant 3 ans, il vit enfin arriver le moment où il allait être reçu avocat. Il ne restait plus qu'à soutenir sa thèse et il avait déjà fixé l'époque de son retour à Besançon, lorsqu'une circonstance imprévue vint pour quelque temps troubler son repos. Il demeurait rue de l'Arpe au 3e étage et il avait sur sa croisée des fleurs dont il prenait soin. En les arrosant un matin, il aperçut à une fenêtre en face de lui une jeune fille qui se mit à rire. Elle le regardait d'un air si gai et si ouvert qu'il ne put s'empêcher de lui faire un signe de tête. Elle lui rendit son salut de bonne grâce et à compter de ce moment, ils prirent l'habitude de se souhaiter ainsi le bonjour tous les matins, d'un côté de la rue à l'autre. Un jour que Frédéric s'était levé de meilleure humeur que de coutume, après avoir salué sa voisine, il prit une feuille de papier qu'il plia en forme de lettre et qu'il montra de loin à la jeune fille, comme pour lui demander s'il pouvait lui écrire. Mais elle secoua la tête en signe de refus. Il se retira d'un air fâché. Le lendemain, le hasard fit qu'ils se rencontrèrent dans la rue. La demoiselle rentrait chez elle, accompagnée d'un jeune homme que Frédéric ne connaissait pas et qu'il ne se rappela point avoir jamais vu parmi les étudiants. À la tournure et à la toilette de sa voisine, quoiqu'elle portât un chapeau, il jugea qu'elle devait être ce qu'on appelle à Paris une grisette. Le cavalier, d'après son âge, n'était sans doute qu'un frère ou un amant et semblait plutôt un amant qu'un frère. Quoi qu'il en fût, Frédéric résolut de ne plus songer à cette aventure. Les premiers froids étant venus, il ôta ses fleurs de la place qu'elles occupaient sur sa croisée, mais malgré lui, il regardait toujours dehors de temps en temps. Il rapprocha de la fenêtre le bureau où il travaillait et arrangea son rideau de façon à pouvoir guetter sans être aperçu. La voisine de son côté ne se montra plus le matin. Elle paraissait quelquefois à 5 heures du soir pour fermer ses persiennes après avoir allumé sa lampe. Frédéric se hasarda un jour à lui envoyer un baiser. Il fut surpris de voir qu'elle le lui rendit aussi gaiement qu'autrefois son premier salut. Il prit de nouveau son morceau de papier qui était resté plié sur la table et s'expliquant par signe du mieux qu'il put, il demanda qu'on lui écrivît et qu'on reçût son billet. Mais la réponse ne fut pas plus favorable que la première fois. La grisette secoua encore la tête et il en fut de même pendant 8 jours. Les baisers étaient bienvenus, mais quant aux lettres, il fallait y renoncer. Au bout d'une semaine, Frédéric, dépité d'essuyer sans cesse le même refus, déchira le papier devant sa voisine. Elle en rit d'abord, resta quelque temps indécise, puis tira de la poche de son tablier un billet qu'elle montra à son tour à l'étudiant. Vous jugez bien qu'il ne secoua pas la tête. Ne pouvant parler, il écrivit en grosses lettres sur une grande feuille de papier à dessin ces 3 mots : «
Je vous adore. » Puis il posa la feuille sur une chaise et plaça une bougie allumée de chaque côté. La belle grisette, armée d'une lorgnette, put lire ainsi la première déclaration de son amant. Elle y répondit par un sourire et fit signe à Frédéric de descendre pour venir chercher le billet qu'elle lui avait montré. Le temps était obscur et il faisait un épais brouillard. Le jeune homme descendit lestement, traversa la rue et entra dans la maison de sa voisine. La porte était ouverte et la demoiselle était au bas de l'escalier. Frédéric, l'entourant de ses bras, fut plus prompte à l'embrasser qu'à lui parler. Elle s'enfuit toute tremblante. « Que m'avez-vous écrit ?» demanda-t-il. « Quand et comment puis-je vous revoir ?» Elle s'arrêta, revint sur ses pas et glissant son billet dans la main de Frédéric. « Tenez, lui dit-elle, et ne découchez plus. » Il était arrivé en effet à l'étudiant depuis peu de passer, malgré sa sagesse, la nuit hors du logis, et la grisette l'avait remarqué. Quand deux amoureux sont d'accord, les obstacles sont bien peu de choses. Le billet remis à Frédéric annonçait les plus grandes précautions à prendre, parlait de dangers menaçants et demandait où il fallait aller pour se voir. Ce ne pouvait être, disait-on, dans l'appartement du jeune homme. Il fallut donc chercher une chambrette aux alentours. Le quartier latin n'en manque pas. Le premier rendez-vous était fixé lorsque Frédéric reçut la lettre suivante. « Vous me dites que vous m'adorez, et vous ne me dites pas si vous me trouvez jolie. Vous m'avez mal vue, et pour pouvoir m'aimer, il faut que vous me voyiez mieux. Je vais sortir avec ma bonne, sortez de votre côté, et venez à ma rencontre dans la rue. Vous m'aborderez comme une connaissance, vous me direz quelques mots, et regardez-moi bien pendant ce temps-là. Si vous ne me trouvez pas jolie, vous me le direz et je ne m'en fâcherai pas. C'est tout simple, et d'ailleurs je ne suis pas méchante. 1000 baisers. Bernerette. » Frédéric obéit aux ordres de sa maîtresse et je n'ai que faire de dire que l'épreuve ne fut pas douteuse. Cependant, Bernerette, par un raffinement de coquetterie, au lieu de se munir de tous ses atours pour cette rencontre, se présenta en négligé, les cheveux relevés sous son chapeau. L'étudiant lui fit un respectueux salut, lui répéta qu'il la trouvait plus belle que jamais, puis rentra chez lui, ravi de sa nouvelle conquête. Mais elle lui sembla bien plus belle encore le lendemain, lorsqu'elle vint au rendez-vous, et il vit là qu'elle pouvait se passer non seulement d'atours, mais encore de toute espèce de toilette, même la plus négligée. Chapitre 2. Frédéric et Bernette s'étaient livrés à leur amour avant d'avoir échangé presque un seul mot. Et ils en étaient à se tutoyer aux premières paroles qu'ils s'adressaient. Enlacés dans les bras l'un de l'autre, ils s'assirent près de la cheminée, où pétillait un bon feu. La Bernerette, appuyant sur les joues de son amant, ses joues brillantes de belles couleurs du plaisir, lui a appris qui elle était. Elle avait joué la comédie en province, elle s'appelait Louise Durand, et Bernerette était son nom de guerre. Elle vivait depuis 2 ans avec un jeune homme qu'elle n'aimait plus. Elle voulait à tout prix s'en débarrasser et changer sa manière de vivre, soit en rentrant au théâtre, si elle trouvait quelque protection, soit en apprenant un métier. Du reste, elle ne s'expliqua ni sur sa famille, ni sur le passé. Elle annonçait seulement sa résolution de briser ses liens, qui lui étaient insupportables. Frédéric ne voulut pas la tromper et lui peignit sincèrement la position où il se trouvait lui-même. N'étant pas riche et connaissant peu de monde, il ne pouvait lui être que d'un bien faible secours. « Comme je ne puis me charger de toi, ajouta-t-il, je ne veux sous aucun prétexte devenir la cause d'une rupture. Mais comme il me serait trop cruel de te partager avec un autre, je partirai bien à regret, et je garderai dans mon cœur le souvenir d'un heureux jour. » À cette déclaration inattendue, Bernerette se mit à pleurer. « Pourquoi partir ?» se dit-elle. « Si je me brouille avec mon amant, ce n'est pas toi qui en seras cause, puisqu'il y a longtemps que je suis déterminée. Si j'entre chez une lingère pour faire mon apprentissage, est-ce que tu ne m'aimeras plus? Il est fâcheux que tu ne sois pas riche, mais que veux-tu? Nous ferons comme nous pourrons. » Frédéric allait répliquer, mais un baiser lui imposa silence. « N'en parlons plus et n'y pensons plus, dit enfin Bernerette. Quand tu voudras de moi, fais-moi signe, par la fenêtre, et ne t'inquiète pas du reste, qui ne te regarde pas. » Pendant 6 semaines environ, Frédéric ne travailla guère.
Sa thèse commencée restait sur sa table et il y ajoutait une ligne de temps en temps. Il savait que si l'envie de s'amuser lui venait, il n'avait qu'à ouvrir sa croisée. Bernerette était toujours prête, et quand il lui demandait comment elle jouissait de tant de liberté, elle lui répondait toujours que cela ne le regardait pas. Il avait dans son tiroir quelques économies qu'il dépensa rapidement. Au bout de 15 jours, il fut obligé d'avoir recours à un ami pour donner à souper à sa maîtresse. Quand cet ami, qui se nommait Gérard, apprit le nouveau genre de vie de Frédéric, « Prends garde à toi, lui dit-il, tu es amoureux. Ta grisette n'a rien et tu n'as pas grand-chose. Je me défierais à ta place d'une comédienne de province. Ces passions-là mènent plus loin qu'on ne pense. » Frédéric répondit en riant qu'il ne s'agissait point d'une passion, mais d'une amourette passagère. Il raconta à Gérard comment il avait fait connaissance par sa croisée avec Bernadette. « C'est une fille qui ne pense qu'à rire, dit-il à son ami. Il n'y a rien de moins dangereux qu'elle et rien de moins sérieux que notre liaison. » Gérard se rendit à ses raisons et engagea cependant Frédéric à travailler. Celui-ci assura que sa thèse allait être bientôt terminée, et pour n'avoir pas fait un mensonge, il se mit en effet à l'ouvrage pendant quelques heures. Mais le soir même, Bernadette l'attendait. Bernerette. Ils allèrent ensemble à la chaumière et le travail fut laissé de côté. La chaumière est le Tivoli du quartier latin. C'est le rendez-vous des étudiants et des grisettes. Il s'en faut que ce soit un lieu de bonne compagnie, mais c'est un lieu de plaisir. On y boit de la bière, on y danse, une gaieté franche, parfois un peu bruyante, anime l'assemblée. Les élégantes y ont des bonnets ronds et les fashionables des vestes de velours. On y fume, on y trinque, on y fait l'amour en plein air. Si la police interdisait l'entrée de ce jardin aux créatures qu'elle enregistre, ce serait peut-être là seulement que se retrouverait encore à Paris cette ancienne vie d'étudiant, si libre et si joyeuse, dont les traditions se perdent tous les jours. Frédéric, en sa qualité de provincial, n'était pas homme à faire le difficile sur les gens qu'il rencontrait là. Et Bernerette, qui ne voulait que se divertir, ne l'en eut pas fait apercevoir. Il faut un certain usage du monde pour savoir où il est permis de s'amuser. Notre recouple ne raisonnait pas ses plaisirs. Quand ils avaient dansé toute la soirée, ils rentraient fatigués et contents. Frédéric était si novice que ses premières folies de jeunesse lui semblaient le bonheur même. Quand Bernerette, appuyée à son bras, sautait en marchant sur le boulevard Neuf, il n'imaginait rien de plus doux que de vivre ainsi au jour le jour. Ils se demandaient de temps en temps, l'un à l'autre, où en étaient leurs affaires. Mais ni l'un ni l'autre ne répondait clairement à cette question. La chambrette garnie, située près du Luxembourg, était payée pour 2 mois. C'était l'important. Quelquefois, en y arrivant, Bernerette avait sous le bras un pâté enveloppé dans du papier et Frédéric une bouteille de vin. Ils s'attablaient alors. La jeune fille chantait au dessert le couplet des vaudevilles qu'elle avait joué. Si elle avait oublié les paroles, l'étudiant improvisait, et pour le remplacer, des vers à la louange de son ami. Et quand il ne trouvait pas la rime, un baiser en tenait lieu. Il passait ainsi la nuit tête à tête, sans se douter du temps qui s'écoulait. « Tu ne fais plus rien, disait Gérard, et ton amourette passagère durera plus longtemps qu'une passion. Prends garde à toi, tu dépenses de l'argent et tu négliges les moyens que tu as d'en gagner. » « Rassure-toi, répondait Frédéric. Ma thèse avance et Bernerette va entrer en apprentissage chez une lingère. Laisse-moi jouer en peine un moment de bonheur et ne t'inquiète pas de l'avenir. » Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et à lire avec moi cette nouvelle Frédéric et Bernerette. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et quant à moi, je vous dis à très bientôt.